J'estime que le contenu de cette capsule est d'une importance majeure. Je vais donc prendre mon temps. Débattre demande de la rigueur, des connaissances, de la patience et nombreuses autres compétences qui permettent d'assurer une bonne qualité d'échange et d'aboutir à une meilleure compréhension du monde. L'aptitude au débat varie donc d'une personne à l'autre. Quand nous débattons, le but ne devrait pas être de dominer, convertir, remporter une victoire quelconque, mais d'obtenir des conclusions satisfaisantes, soit parce qu'elles nous permettent de maintenir ou approfondir la position que nous avions déjà, soit parce qu'elles nous permettent de prendre conscience de ses failles, voire de l'invalider. Qu'on ait tort ou raison, si un débat est bien mené, on y gagne forcément quelque chose. Et même si dit comme ça beaucoup de gens peuvent s'accorder sur ce que je viens de dire, dans les faits, c'est bien plus compliqué à mettre en pratique. Les débats auxquels on peut assister sur les réseaux sociaux, dans les salles à manger ou dans les médias sont généralement d'assez mauvaise facture. Cette capsule fait partie de celles qui sont, pour moi, les plus importantes dans le travail que je présente sur cette chaîne. Elle n'aborde pourtant qu'un seul point, mais celui-ci est fondamental et permet de faire la différence entre un débat qui ne peut aboutir et un débat qui peut aboutir. Quel que soit votre bord politique, ce que je vais dire ici vous concerne et vous aidera à mieux militer si votre objectif est d'avoir des pensées cohérentes reposant sur des faits. Le principe que je vais évoquer ne s'adresse en effet pas seulement aux personnes de mon bord politique, puisqu'elle est tout simplement de l'ordre de la méthode et permet d'avoir des échanges constructifs. Or, dans un échange, on n'est pas tout seul. Si les personnes qui y participent ne débattent pas correctement, c'est toute la discussion qui en pâtit. Je n'ai à titre personnel pas intérêt à ce que mes interlocuteuristes et opposanteux politiques réfléchissent d'une mauvaise manière, utilisent des sophismes, des paralogismes, voire m'insultent. Au contraire, je souhaite que nos échanges soient les plus fonctionnels possibles. Je ne pense pas que les personnes avec lesquelles je débat habituellement soient de mauvaises personnes et qu'elles cherchent à nuire. Bien au contraire. Je pense que si nous en sommes à débattre, c'est parce que ces personnes essayent de sauver leur position afin de conserver une image d'elles-mêmes qui soit plutôt positive, parce qu'elles défendent une vision du monde qui leur semble plus désirable. Et c'est peut-être là qu'est le problème, justement. Reconnaître ses torts, ce n'est pas toujours évident, et nos mécanismes de défense nous poussent à soutenir notre position, même si nos arguments sont faibles, et que nous en sommes réduits à fuir, tourner en dérision, digresser, insulter et se victimiser. Nous gagnerions tous du temps si nous respections le simple principe que je vais évoquer justement ici, et qui me paraît d'une importance capitale. Il est même tellement important que j'aurais pu me contenter de faire uniquement cette vidéo, puisque tous les épisodes produits précédemment répondent exactement à cette logique et en découlent directement. Il s'agit du fait de remonter à la thèse. L'idée paraît simple, et pourtant, nombreux sont les débats qui dévient complètement du sujet central. On a vite fait de se perdre dans les digressions, les contre-arguments, les hors-sujets, qui pourtant ne devraient pas avoir leur place dans un échange s'ils ne répondent pas à la thèse de base. Peut-être que pour certains, ce principe est une évidence, pour d'autres, c'est encore très abstrait, alors je vais donner un exemple. Une première personne dit « frapper des gens dans la rue produit des souffrances, et les souffrances ne sont pas souhaitables ». Une autre lui répond que frapper les gens dans la rue permet de faire du sport, or faire du sport est bon pour la santé, ainsi il est souhaitable de frapper les gens dans la rue. Ce contre-argument n'en est en réalité pas un, puisqu'il ne répond pas à la thèse. Il ne vient pas invalider le fait que ces souffrances existent et puissent être indésirables. C'est seulement un ajout par rapport à la situation de départ. On peut certes évaluer sa position en faisant le ratio souffrance-bonheur, mais ça ne permet donc pas de conclure que l'argument défendu est invalide. Si on remonte à la thèse, l'idée de départ est bien « faire souffrir n'est pas désirable ». Cette thèse n'est pas incompatible avec « être heureux est désirable ». On défend même souvent les deux principes de manière concomitante, et c'est ce qu'on nomme la thèse sentientiste. Ainsi, défendre l'intérêt de frapper les gens pour entretenir sa santé est un argument reposant sur l'idée qu'il est désirable de prendre soin de soi, et donc d'être heureux et de ne pas souffrir. Il n'est donc pas suffisant pour rejeter la thèse sentientiste. Cependant, pour soutenir cet argument, il faudrait démontrer que prendre du plaisir est prioritaire au fait de ne pas faire souffrir les autres. On pourrait avoir tendance à contre-argumenter en disant que frapper les gens dans la rue n'est pas si bon pour la santé puisque c'est un risque de se faire mal aux mains. Ce à quoi on pourrait encore nous répondre qu'il suffit de mettre des gants de boxe. Et c'est vrai. Mais nous voici déjà bien loin de ce qui était défendu au départ. Nous nous sommes laissés entraîner dans une digression. Si frapper engendre des souffrances et que produire des souffrances n'est pas désirable, il n'y a pas de raison de parler de la manière désirable de frapper des gens. Pour faire un autre parallèle, avant de chercher mes clés, il faut déjà m'assurer que je possède des clés et que je les ai bien perdues. Je sais, dit comme ça peut sembler évident, simpliste et flou. Mais prenons un exemple un peu plus concret.
Si on dit que le critère d'espèce n'est pas pertinent pour décider de la manière dont on peut traiter un individu, s'opposer à cette proposition nécessite de démontrer que le critère d'espèce peut être pertinent pour décider de la manière dont on peut traiter un individu. Ainsi, répondre qu'on a besoin de manger des animaux pour être en bonne santé, que sans les élevages des espèces disparaîtraient, que les animaux sont tués dans des conditions humaines ou que l'élevage permet de valoriser des terres, sont des arguments sans rapport. Aucune de ces propositions ne permet de conclure que le critère d'espèce est pertinent pour décider du traitement qu'on peut infliger à quelqu'un. Et d'ailleurs, ces arguments ne défendent même pas la même thèse. Ils reposent chacun sur des référentiels différents. Tous ces arguments ne sont valables que si on considère déjà que le critère d'espèce est pertinent pour décider des traitements induits, puisqu'ils vont contre les impératifs biologiques de ces individus. On ne juge pas souhaitable de traiter des humains de cette manière. Aucun de ces arguments ne mériterait donc qu'on y réponde, puisque aucun de ces arguments ne répond à la position de base. Il suffirait de les rejeter en disant qu'ils sont hors sujet. Nous pourrions parfaitement en débattre, mais dans un autre débat, une fois que la thèse principale aura été invalidée. Mais tant que la thèse principale est valide, alors toutes les propositions qui découleraient de son opposition ou de sa négation n'ont pas leur place dans l'échange. Reprenons l'exemple des clés. Si je dis que ma porte n'a pas de serrure, peu importe qu'on me dise qu'il y a des porte-clés sympas, qu'avoir une clé dans les mains c'est super agréable, ou qu'il y a des clés extrêmement solides. Tout ça ne justifie pas le fait que je puisse avoir besoin d'une clé pour ouvrir ma porte. Si on arrive à me convaincre d'acheter une clé malgré tout, ce sera pour des arguments sans rapport et des objectifs complètement différents. Maintenant, on peut se poser la question. Pourquoi vouloir absolument me faire acheter une clé, alors que l'argument du porte-clés ne repose pas du tout sur les mêmes principes que la solidité de la clé? Leur seul point commun est qu'il vise à me faire posséder une clé. C'est donc un millefeuille argumentatif. On va cumuler des arguments assez faibles pour défendre une même conclusion, mais via des thèses différentes. Ici, une des thèses sera qu'il faut avoir une clé parce que ça permet d'avoir un porte-clés, et qu'un porte-clés, c'est fun. Une autre sera qu'il faut avoir une clé parce qu'il y a des clés solides et que la solidité, c'est pratique, donc c'est bien. Allons un peu plus loin sur ce principe de revenir à la thèse, en reprenant l'argument donné juste avant, disant que le critère d'espèce n'est pas pertinent pour décider de la manière dont on peut traiter un individu. On pourrait répondre qu'on ne va pas traiter une truite de la même manière qu'une vache, puisqu'elles n'ont pas les mêmes impératifs biologiques. Et ainsi, on aurait démontré que le critère d'espèce est pertinent pour décider qu'il est préférable pour les truites de vivre dans l'eau et pour les vaches sur la terre ferme. Cet argument ne répond toujours pas à la thèse, puisque le critère pris en compte n'est pas l'espèce, mais les impératifs biologiques. Pour les truites, c'est la nécessité de vivre dans l'eau, et pour les vaches, la nécessité de vivre sur la terre ferme. Le critère d'espèce n'est qu'un indicateur utilisé afin de supposer de ces impératifs biologiques sur la base de nos connaissances. De la même manière qu'on se fie à un thermomètre pour connaître la température. Le thermomètre n'est pas la température. Cette proposition ne permet donc toujours pas de remettre la thèse en question. Voilà pourquoi ce principe est central, parce qu'il permet de ne pas se perdre dans des débats interminables, qui passent d'un argument à l'autre et demandent de multiplier les connaissances dans tous les domaines. Il permet d'éviter les hors-sujets, il permet d'éviter la fuite, il permet de recentrer le débat sur son objet, il permet de préserver ses ressources en perdant moins de temps, en investissant moins d'énergie et en ménageant sa patience. Il permet même de ne plus avoir à surenchérir avec des arguments et des contre-arguments à partir du moment où la charge de la preuve incombe à l'opposition. Inutile de s'épuiser à contrer une myriade d'arguments si aucun d'entre eux ne permet de démontrer ce que l'opposition a à démontrer. Et si nous-mêmes nous avons la charge de la preuve à notre tour, ne nous perdons pas dans l'empilement d'arguments. Présentons seulement celui qui est le plus fort. Non seulement cela permet d'axer le débat sur l'essentiel, mais en plus, ça ne tend pas la perche à l'opposition pour rebondir sur un argument plus faible. Réfuter un argument faible peut donner l'impression de remporter le débat, alors que l'argument le plus fort n'a pas été invalidé. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si je défends que frapper des gens dans la rue n'est pas désirable car cela produit de la souffrance, ajouter en plus que ça fait mal aux mains nuit à mon argumentation. En proposant cet argument plus faible, je donne la possibilité à mon interlocutrice de choisir à quel argument elle veut répondre, de sélectionner la partie la plus fragile de mon argumentaire qui pourtant ne permet pas de réfuter la première partie. Ce n'est pas parce qu'on a tort sur un point que notre thèse est invalide. A contrario, ce n'est pas parce qu'on a raison sur un point que nous avons raison sur tout. Encore une fois, ce qui compte c'est la justesse de la thèse défendue. Il n'y a que ça. J'estime que le principe que je viens d'exposer est fondamental, et si tous les débats le respectaient, nous éviterions davantage de nombreux écueils tels que les discours confusionnistes, dogmatiques ou sophistiques. Alors, dans l'idée ça paraît simple de dire qu'il faut centrer le débat sur une thèse et éviter les digressions, mais dans les faits, c'est pas beaucoup plus compliqué.
Il suffit de formuler votre thèse clairement, ne serait-ce déjà que dans votre tête. À partir de là, vous pourrez vous demander en quoi cet argument répond à ma thèse. Vous pourrez alors répondre en conséquence pour ramener le débat vers le sujet. Pour ça, il suffit de questionner la personne avec laquelle vous échangez. Demandez de reformuler votre thèse par exemple, pour vous assurer que tout le monde parle de la même chose. Demandez quel est le rapport avec le sujet, en citant à nouveau la thèse défendue. Cet épisode est le premier d'une série dans la série, car ce n'est pas le seul qui mérite une attention particulière. Si cet épisode vous a permis d'apprendre quelque chose, j'en suis ravi. Et si vous n'avez rien appris, j'en suis également ravi, puisque ça veut dire que vous aviez déjà cette connaissance. Si vous estimez enfin que vous n'avez rien appris parce que je raconte n'importe quoi, je tiens à vous féliciter pour votre ouverture d'esprit qui vous pousse à vous infliger mes vidéos malgré tout. Si vous voulez suivre les prochains épisodes, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la cloche afin de recevoir les notifications. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui suivent le travail proposé par la chaîne, nous soutiennent par message privé ou dans les commentaires. Et je remercie également les camarades du projet Méduse et plus particulièrement celles et ceux impliqués dans l'action Aide à la création, dont les retours nous aident à améliorer le contenu de nos productions. Bonne journée et à lundi prochain 17h.